D'abord, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'intervenir ici, au CRASC, à Oran, en Algérie. C'est la première fois. Donc, j'ai l'habitude de parler de la thématique dont je vais parler aujourd'hui. En général, j'en parle au Mexique. Donc, c'est un peu différent d'en parler en Algérie, parce que forcément, au Mexique, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas besoin d'expliquer, parce qu'elles sont connues de tout le monde. Elles sont de l'ordre de l'évidence. Ici, il va falloir quand même que je fasse un effort pour les introduire, les expliquer et les contextualiser. Disons que c'est le défi que je me donne, d'essayer de rendre palpable ce qui est en train de se passer au Mexique. Parce que, en fin de compte, le titre, peut-être un peu ésotérique aussi déjà en Algérie, néo-cardinisme, qu'est-ce que c'est que cette chose, hein? Je vais l'expliquer dans la conférence. Pourquoi on parle de la transition mexicaine à la démocratie? Parce que ça a été quelque chose de très important dans la discussion des sciences sociales et sciences politiques ces dernières décennies, quelque chose qui est complètement rentré en crise comme processus politique, mais aussi comme paradigme à l'intérieur des sciences politiques. On est dans d'autres discussions actuellement, post-transition, comme on dit souvent au Mexique, et Andrés Manuel López Obrador, c'est un peu le symptôme, l'expression de cette post-transition. Alors qu'on pourrait croire que c'est l'aboutissement de la transition à la démocratie. Donc ça, on est en pleine actualité, il vient de se passer quelque chose d'historique, de très important, même si ce ne sera pas forcément à la hauteur des espérances de ceux qui sont impliqués dans ce mouvement et qui croient en ce mouvement. Ça, c'est une autre histoire, hein. Moi je ne me prononce pas, je ne suis pas devin, mais c'est un événement historique parce qu'avec Andrés Manuel López Obrador, la gauche mexicaine, ou plutôt une gauche mexicaine, qu'on pourrait appeler une gauche nationale révolutionnaire, est au gouvernement. Et c'est la première fois depuis les années 30. On n'avait jamais eu réellement au Mexique un gouvernement représentatif de l'aile gauche du champ politique, même si ce n'est pas, bien entendu, la gauche la plus radicale, etc. Et même si on considère que le projet cardeniste des années 30-40, qu'on définit en général comme le moment le plus important de la gauche mexicaine, était aussi en même temps au-delà de la gauche et de la droite, on pourrait même dire que c'est pratiquement la première fois dans l'histoire du Mexique, depuis l'indépendance, qu'une gauche de ce type-là est au gouvernement. Donc c'est vraiment un événement historique. C'est-à-dire cette chose-là s'est produite dans beaucoup de pays d'Amérique latine, plusieurs fois. Mais au Mexique, c'est la première fois. Ça, c'est très important. Et au Mexique, beaucoup le considèrent comme un événement historique. Le lendemain de l'élection, j'ai assisté à plusieurs forums. Il y avait un enthousiasme, c'était incroyable, c'était jamais arrivé, c'est la première fois qu'on a un président démocratiquement élu, c'est la première fois que la gauche va gouverner dans ce pays. Il y avait vraiment un enthousiasme, même si c'est un enthousiasme qui n'est pas partagé par tout le monde à gauche. Et ça, on le verra après. Donc, je disais, continuité de la transition à la démocratie. Finalement, il y a un processus de changement politique qui s'est enclenché au Mexique à la fin des années 70, avec des réformes politiques très importantes, en particulier sur le plan électoral et sur le plan de la législation des partis politiques, qui a conduit à la pluralisation du système de partis, à des élections plus ou moins compétitives et libres, plus ou moins, parce que toujours questionnées, dans leur pratique, et dans le résultat, avec tout le temps des contestations post-électorales à tous les niveaux. Mais bon, il y a eu ce processus qui avait conduit déjà au fait que le PRI, qui est le parti qui avait gouverné le Mexique pendant très longtemps, avait perdu le pouvoir fédéral en 2000, et qui aujourd'hui conduit à ce que Andrés Manuel López Obrador, le leader de la gauche mexicaine actuellement, arrive au pouvoir. Non. Mais pour beaucoup, ce n'est pas du tout l'aboutissement de la continuité de la transition à la démocratie. Et quand je dis pour beaucoup, autant pour ceux qui sont contre Andrés Manuel López Obrador que pour ceux qui sont en sa faveur. Pour ceux qui sont contre, la transition a été un échec, et Andrés Manuel López Obrador, c'est l'expression populiste de la faillite du processus de transition à la démocratie. C'est un leader populiste de gauche, comme il y en a eu d'autres en Amérique latine, qui accède au pouvoir, et c'est la conséquence d'un processus qui a raté. C'est la vision, disons, libérale qui existe au Mexique. Et pour ceux qui sont en soutien d'Andrés Manuel López Obrador, tout ce qu'il y a eu avant, ce n'était pas de la démocratie,
c'était de la simulation démocratique. Même s'il y avait apparemment des élections libres, des institutions, etc., on était tout le temps dans un système autoritaire qui avait une façade démocratique, où les vieilles pratiques étaient reproduites, en plus dans un processus de néolibéralisation, de changement de modèle économique qui avait des conséquences sociales désastreuses. Donc ce n'était surtout pas une démocratie. Et avec l'arrivée d'Andrés Manuel López Obrador au pouvoir, pour la première fois, contre la volonté des élites mexicaines, contre la volonté des élites politiques et économiques mexicaines, celui qui était honni, méprisé, critiqué dans les grands médias mainstream, est arrivé au pouvoir par la volonté populaire. Et donc c'est réellement la première fois qu'on a un président au Mexique qui est l'expression réelle de la volonté populaire majoritaire. Donc on voit des visions diamétralement opposées sur le même résultat. Non. Moi je pense qu'il faut aller au-delà. Parce qu'effectivement, la discussion de la transition à la démocratie a été dépassée. Au Mexique, c'est plus la discussion centrale. Elle a été critiquée de toutes parts. Et on est dans d'autres types de discussions. Et actuellement, ce qui est au centre de la discussion, qui est un problème beaucoup plus latino-américain d'ailleurs, bon, même si la transition a été un problème latino-américain, c'est la question de trois tendances politiques qui sont en lutte au niveau régional. La tendance néolibérale, qui a été très longtemps majoritaire dans le pays, ces tendances de gauche, ces expériences de gauche qui sont variées, on ne peut pas réellement les cataloguer de la même façon. C'est pas pareil le PT au Brésil, la gauche chilienne, le néopéronisme en Argentine, Andrés Manuel López Obrador au Mexique, et les expériences de Chavez au Venezuela et d'Evo Morales en Bolivie. Il y a une grande variété de gauche, mais tout ça, on a l'habitude de le classifier dans ce qu'on appelle les gouvernements progressistes, de la gauche progressiste en Amérique latine. Même si entre eux il y a des grandes différences, et même des grandes batailles idéologiques et des grandes batailles politiques. Non. Ça, c'est une autre tendance. Andrés Manuel López Obrador serait représentatif de cette tendance. Et tandis que quand toute l'Amérique du Sud donnait un virage à gauche au Mexique, on avait un gouvernement de droite, du Parti d'Action Nationale, et après le retour du PRI au pouvoir. Maintenant qu'il y a une sorte de retour de balancier en Amérique du Sud, c'est-à-dire qu'on a un mouvement vers la droite, et pas seulement la droite néolibérale, sinon ce qu'on appelle l'ultra-droite, le populisme de droite, certains vont même jusqu'à dire le fascisme, les nouveaux fascismes. Le Brésil, c'est paradigmatique de ça. Tandis qu'on a ce mouvement-là au Mexique à contre-courant. Le Mexique a toujours tendance à être un peu à contre-courant dans cette région. C'est cette gauche qui est en déroute dans beaucoup d'autres pays qui arrive au pouvoir, même si elle a ses propres caractéristiques au Mexique. Moi, ce que je vais tenter de faire ici, c'est effectivement tout ça est là, la transition à la démocratie, même s'il faut déplacer la perspective, c'est le processus latino-américain, où le Mexique est inclus, parce que le Mexique n'est pas hors réalité latino-américaine, mais moi je vais essayer de le mettre dans une perspective beaucoup plus mexicaine, historique, mexicaine, des dynamiques sociopolitiques, de l'histoire politique du Mexique et de la gauche mexicaine. Il me semble qu'on ne peut pas comprendre Andrés Manuel López Obrador si on ne part pas de ce qu'a été la post-révolution mexicaine, même on pourrait remonter avant, mais je ne vais pas le faire parce que ce serait trop, et si on ne parle pas du cardenisme en particulier. Donc je vais parler de trois choses. D'abord, qu'est-ce que le cardenisme dans la post-révolution mexicaine? Sans effectivement sur la modernisation, comme Porfirio, mais sur une voie alternative de modernisation qui essaye de s'appuyer sur les communautés paysannes et les bases ouvrières. D'intégrer les communautés paysannes et les bases ouvrières à la construction d'un État central, d'un processus d'intégration nationale. Donc c'est pas propre au Mexique. On a beaucoup de national-populisme, comme on les appelait à l'époque, qui se développent dans beaucoup de pays latino-américains. C'est le cas à l'époque au Brésil ou en Argentine. Chacun a ses caractéristiques. Normalement, ils ont tous un leader historique qui reste des décennies à la tête. Mais au Mexique, c'est pas possible à cause de la non-réélection. C'est pas propre au Mexique, mais au Mexique, ça a ses propres caractéristiques, en particulier une réforme agraire qui a toujours été considérée la réforme agraire la plus ambitieuse qu'il y ait eu en Amérique. Et qui jusqu'à aujourd'hui produit des effets et est sujet de discussion parce qu'elle, bien entendu, elle a été largement remise en cause.
Mais bon, et la destruction du monde paysan mexicain, c'est aussi un fait. Donc c'est ça, le cardenisme avant tout, c'est l'utopie d'un grand État national, intégré, appuyé sur des bases paysannes et des bases ouvrières, avec une réforme agraire, non, un projet de voie alternative de modernisation qui ne se passe pas contre les masses populaires, mais avec et pour les masses populaires. Ça sans doute peut faire des échos à certaines choses en Algérie, à certaines époques. On l'appelait ce projet national révolutionnaire. Et il avait en partie. Mais c'est aussi le moment où se consolide le régime. C'est le moment où, disons, se termine et bien entendu, là-dedans, un élément central, ce sont les nationalisations. La grande décision prestigieuse, historique de Cárdenas, c'est d'exproprier tous les propriétaires de l'exploitation pétrolière, qui étaient détestés dans le pays, il faut bien comprendre, là, en particulier britannique et nord-américaine, états-unienne, de les exproprier, de nationaliser cette ressource nationale, ce qui est aussi au Mexique un dogme jusqu'à aujourd'hui, mais qui a été largement remis en cause par les derniers gouvernements, ce qui a produit des effets politiques et des effets sociaux, et des protestations massives, parce que ça faisait partie de l'héritage de la Révolution, qui devait a priori ne pas être remis en cause et qui a été complètement remis en cause dans les dernières décennies. Donc Cárdenas, son prestige, il est largement lié à ce moment de nationalisation, d'expropriation. C'est quand un président mexicain se lève et dit aux États-Unis, dehors, ici c'est propriété nationale, et ici on a notre propre projet politique, et en plus il développe une diplomatie indépendante des États-Unis, qui s'est poursuivie très longtemps au Mexique, par exemple en relation à Cuba, donc, qui a fait que le Mexique était un pays qui avait affirmé sa souveraineté et son indépendance nationale face aux grands voisins nord-américains. Et ça, c'est très important dans l'imaginaire politique mexicain. Et Cárdenas, c'est ce prestige-là. C'est l'homme qui a affirmé la nation, ses bases populaires, l'intégration de la nation, de l'État et du peuple contre la modernisation imposée depuis l'extérieur, depuis les États-Unis, et qui a affirmé la souveraineté et l'indépendance nationale. Et ça lui confère un prestige historique sans aucun point de comparaison avec un autre leader politique mexicain, Joven Celsi. Mais en même temps qu'il se produit ça, on a un moment de consolidation du régime qui était déjà en train de se construire depuis le Maximato et de plus avant, mais qui avec le Maximato était en processus d'institutionnalisation. Donc on a deux choses qui s'affirment avec Cárdenas. D'abord, la centralisation. C'est le moment où réellement on revient au présidentialisme. Ce qui était déjà une tradition ici depuis le XIXe siècle, Porfirio, c'est un régime totalement présidentiel. Et c'est à ce moment-là qu'au Mexique s'affirme le présidentialisme et la centralisation totale du pouvoir dans le gouvernement et l'administration fédérale autour de la figure du président de la République. Chose qui s'est maintenue très longtemps. Et on construit un modèle syndical très important pour le régime, qui est le modèle corporatif, assez semblable à ce qui pouvait se passer dans l'Italie mussolinienne, par exemple, d'une intégration verticale des bases paysannes et ouvrières à l'État à travers deux corporations syndicales qui sont subordonnées à l'appareil d'État et qui négocient directement, sont directement nommées par l'appareil d'État. Donc le modèle corporatif, le contrôle des bases ouvrières et paysannes, le présidentialisme, le parti se transforme en parti de la Révolution mexicaine en 1938 jusqu'en 1946. C'est vraiment le moment où c'est l'achèvement de la consolidation du régime qu'on va appeler post-révolutionnaire ou de l'institutionnalisation de la Révolution mexicaine. Il y a aussi un dernier phénomène que je veux mentionner très rapidement, une relative séparation entre le pouvoir politique et économique. Une disjonction, on dira, entre les élites politiques et économiques. C'est-à-dire les élites économiques continuent d'exister, mais elles ne sont pas forcément soutenues par le pouvoir politique. Ça va être très important, ça, dans la transition à la démocratie. Et bien entendu, le pouvoir politique a ses intérêts économiques, ses entrepreneurs, etc., mais a sa propre logique. Certains diront que c'était un capitalisme d'État. Ça, c'est d'autres discussions. Bref, en 1940, on est au moment du summum du prestige de Cárdenas, mais il faut qu'il rende le pouvoir.
qu'il assure sa succession. Non. Et à partir de là, le régime, et ça je ne vais pas pouvoir le détailler, connaît une série de modifications, d'évolutions qui ne vont pas dans le sens de Cárdenas. C'est le moment où réellement s'impose le modèle qu'on appellera après de substitution d'implantation, c'est-à-dire d'un développement centré vers l'intérieur, mais un modèle qui au Mexique déjà provoque, est dans une continuité, dans un certain sens. On est dans un processus de développement, une modernisation alternative, etc., auto-centrée vers l'intérieur, mais elle se déplace du rural à l'urbain. Ça c'est très important, parce que c'est réellement après Cárdenas que ça se produit. Et que réellement le modèle de substitution d'importation s'impose dans toute l'Amérique latine, et en particulier au Mexique. C'est un moment de libéralisation économique, d'entrée importante de capitaux étrangers, c'est-à-dire de profonde modification du régime qui va de plus en plus vers le pouvoir économique, qui se rapproche au pouvoir économique. C'est ce que beaucoup au Mexique ont considéré un moment de droitisation du régime, c'est-à-dire d'évolution post-cardéniste. Cárdenas, ouais, c'était autoritaire, c'était corporatif, mais bon, c'était la gauche, c'était l'intégration des masses. Et à partir de ce moment-là, il y a un processus progressif d'exclusion des masses, de création d'une élite de plus en plus coupée de ces masses, etc. C'est l'évolution du régime continue jusqu'aux grandes réformes de la fin des années 70. Ce régime traverse une grave crise en 1968, je ne vais pas pouvoir approfondir beaucoup, mais on sait que 1968 ça a été un phénomène mondial, il y a eu d'importantes manifestations qui ont été réprimées très violemment. C'est un moment de questionnement du régime. En général, l'histoire du régime elle va en deux phases jusqu'en 68, et après 68, il y a une rupture à ce moment-là, une crise de légitimité très profonde du régime politique qui commence à être largement questionnée. Ça conduit à d'importantes réformes politiques et électorales en 1977. Il y a énormément de revendications de démocratisation à ce moment-là, en particulier dans la gauche, dans ce qu'on appelle la gauche cardéniste, à l'intérieur du pays, mais qui exige une démocratisation du régime. Donc, il y a un retour au principe de la révolution mexicaine, deux choses. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas l'évolution du régime libéral, ils veulent un retour au principe de la révolution mexicaine, et ils ne veulent pas d'un régime autoritaire, ils voudraient que le régime se démocratise. Non, et déjà à ce moment-là, la gauche cardéniste est très importante, même si ce n'est pas exclusif d'elle. Non. On a un changement de modèle économique au début des années 80 qui coïncide un peu avec ce qui s'est passé en Algérie. Non. On passe au néolibéralisme, c'est à partir du gouvernement de Miguel de la Madrid en 82 que sont prises les grandes réformes économiques qui vont dans ce sens-là. Et donc, dans les années 80, la discussion s'est déplacée et on est en plein dans le problème de la démocratisation. C'est réellement quelque chose qui a commencé à la fin des années 70, qui était déjà une petite préoccupation dans les années 60, même si l'ambiance était distincte. Et qui s'impose dans les années 80, c'est le moment où on commence à parler, non seulement au Mexique, mais dans toute l'Amérique latine, de la transition à la démocratie. Et vous savez que la transition à la démocratie, c'est l'Europe du Sud, c'est l'Europe orientale, et c'est l'Amérique latine à ce moment-là. On parlait des vagues de transition à la démocratie, il y a toute une littérature là-dessus, qui avait énormément d'importance à cette époque-là. D'ailleurs, moi, quand j'ai étudié sciences politiques, j'étais baigné là-dedans. Voilà. Donc maintenant je vais passer à ce deuxième moment. On a vu un peu ce que c'était historiquement le cardénisme. Et donc on est au moment de la fin des années 80, je passe à la fin des années 80, où il se passe des choses très importantes, et c'est le moment où tout le monde au Mexique est obsédé, dans les sciences sociales et en général, par le problème de la démocratisation et de la transition à la démocratie, c'est-à-dire du dépassement du régime autoritaire qui avait prévalu au Mexique pour tout le monde depuis la Révolution mexicaine, et en tout cas sans aucune contrepartie depuis la fin du cardénisme. Alors, j'en ai déjà parlé, en 1977, on commence des réformes politiques qui sont le produit de négociations entre les élites politiques, l'opposition et le pouvoir. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, ça se
passe à peu près comme ça dans toutes les transitions à la démocratie. Sauf que la particularité du Mexique, c'est que toutes les négociations sont exclusivement centrées sur les processus électoraux et la législation des partis. On ne touche pas à beaucoup d'autres choses. C'est pas comme en Amérique du Sud où on parle des droits de l'homme, de la refondation de l'État, de la création d'un nouveau régime politique. Au Mexique, il n'en était pas question. On était dans la continuité du régime, mais ce qu'il fallait, c'était introduire de la pluralité et s'assurer que les élections étaient réellement libres et compétitives et que l'opposition pouvait les gagner. Et d'ailleurs, on considérait que la Constitution de 1917 était excellente, il s'agissait seulement d'appliquer réellement. Donc il n'y avait pas un nouveau projet constitutionnel. Donc, ça c'est très important aussi pour comprendre, ça participe du flou de la transition mexicaine. C'est ce qui a été beaucoup relevé après. Non. Mais le problème, à ce moment-là, parce qu'avant, le problème, vous savez, les années 60, le marxisme était très important, on parlait beaucoup de la révolution, etc. Là, le problème, il se pose strictement en termes autoritarisme-démocratie. Et la question, c'est la question de la pluralisation du système de partis et des élections libres, de l'alternance politique, de la construction d'un État de droit. C'est toutes ces discussions-là qui sont en œuvre à ce moment-là. Avant de passer au désenchantement de ce processus, il faut savoir que la gauche mexicaine a joué un rôle central dans ce processus. Et quand je dis la gauche mexicaine, en particulier la gauche cardeniste. Parce que qui devient le leader de la gauche mexicaine à la fin des années 80 ? C'est le fils de Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. On ne peut pas avoir de continuité plus évidente. En 88, il y a des élections apparemment, a priori, relativement compétitives, et il semblerait, on ne le saura jamais réellement, mais on peut le s'en douter largement, que c'est la gauche, que c'est Cuauhtémoc Cárdenas qui gagne l'élection présidentielle. Mais dans la nuit, on appelle ça la chute du système, de l'ordinateur, quoi. Dans la nuit, vers 2-3 heures du matin, le système, pour des raisons incompréhensibles, est tombé en panne. À ce moment-là, Cárdenas était largement devant. Pendant plusieurs heures, il a pu fonctionner, et après, on a réussi à le refaire fonctionner. En 88, on a réussi à le refaire fonctionner, et la tendance s'est complètement inversée, et finalement, c'est pas Cárdenas qui a gagné, c'est bien lui qui est resté au pouvoir. Vous imaginez le scandale, non? La chute du système. Cárdenas était en train de gagner dans le comptage s'est arrêté parce qu'il y a eu une panne électrique, et après la panne électrique, ça s'est complètement inversé, et c'est le PRI qui a gagné l'élection présidentielle, Salinas de Gortari, en 1988. Grand scandale, grand moment de manifestation nationale, massive, de protestation contre l'imposition du PRI qui a volé l'élection. Et c'est pas la première fois au Mexique, et c'est pas la dernière fois que ça se produit, mais en 88, c'est particulièrement important. À ce moment-là, le Parti de la Révolution démocratique, à ce moment-là se crée le Parti de la Révolution démocratique. Le PRD, qui va devenir le parti de la gauche mexicaine, sous la houlette de Cuauhtémoc Cárdenas et d'autres leaders politiques. C'est-à-dire de l'héritier du cardénisme. Donc on est bien dans une vision néo-cardéniste parce qu'on veut défendre les acquis de la Révolution. Et on veut les défendre contre ce qu'on considérait la dérive technocratique et néolibérale du régime. On s'oppose à l'évolution des années 80 d'un régime qui est allé vers des politiques néolibérales, productrices d'inégalités sociales, etc., et qui a remis en cause beaucoup d'aspects de l'État social qui s'était quand même créé au Mexique dans les conditions limitées qu'il pouvait y avoir. Et on s'oppose à la technocratisation des élites, en particulier. Et en même temps, on exige la démocratie. Vous voyez, tout est dans le titre, parti de la révolution. C'est la révolution mexicaine qui continue, parce que la révolution a été inachevée, il faut l'achever, mais une révolution dans la démocratie. Or, on veut une démocratisation, mais une démocratisation, pas une démocratisation néolibérale, libérale, sinon une démocratisation en accord avec les principes de la révolution mexicaine.
Et ça, c'est pas nouveau, c'était une idée qui existait déjà dans les années 40, 50, 60. Mais ça s'affirme complètement en 88. Donc, qui crée le Parti de la Révolution démocratique? Eh bien, ce sont énormément de leaders politiques du PRI. C'est la gauche du PRI qui sort du PRI, qui va vers le Parti de la Révolution démocratique, qui est complètement mécontente de l'évolution du parti, qui a trahi la révolution mexicaine, qui est en train de vendre la patrie, c'était déjà quelque chose qu'on disait à l'époque, mais non, on le dit complètement, et en même temps, on veut de la démocratie, on exige la démocratisation du pays. Donc c'est beaucoup de secteurs du PRI, mais pas seulement, c'est beaucoup d'autres secteurs de la gauche mexicaine qui se regroupent autour de ce parti politique, qui convergent avec ce parti politique, et même des secteurs de la gauche marxiste radicale pour se rallier au Parti de la Révolution démocratique et vont devenir des idéologues importants du Parti de la Révolution démocratique. Donc c'est très pluriel, même si le grand courant dont est issu Andrés Manuel López Obrador, ça vient du PRI. C'est la scission de la gauche du PRI qui sort du PRI. 88 est une grave crise, mais bon, le PRI reste au pouvoir encore deux périodes, non, jusqu'en 2000. Mais en 2000, c'est pas le PRD qui gagne l'élection et qui bénéficie de l'alternance politique, c'est la droite. Vous comprenez ça? Le parti de la transition, c'est le PRD, c'est la gauche. Celui qui a réellement, même si la droite, mais la droite, par exemple, le Parti d'Action Nationale, qui existait depuis très longtemps au Mexique, un parti qu'on disait en même temps d'opposition et loyale, vous voyez, le Parti d'Action Nationale avait négocié en 88. Il y a eu une négociation entre le PRI et le Parti d'Action Nationale. Non, d'accord, bon, vous avez volé l'élection, mais bon, d'abord la stabilité, on va éviter la guerre civile dans ce pays, etc. Non, ils se sont mis d'accord. Bon. Le Parti d'Action Nationale, même s'il réclamait la démocratie, il faisait des manifestations aussi, etc. Et beaucoup de gens qui sont rentrés au Parti d'Action Nationale, c'était dans l'idée de la démocratisation. Non, c'était pas le parti de la transition, c'était bien davantage le PRD. Mais le parti qui va bénéficier de la transition, de ce qu'on appelle la transition à ce moment-là, en 2000, et qui accède à la présidence de la République, c'est la droite, c'est le Parti d'Action Nationale. C'est Cuauhtémoc Cárdenas est encore présent dans cette élection présidentielle, il finit troisième, non, il ne gagne pas l'élection. Donc à gauche, dans la gauche mexicaine, vous imaginez un peu l'ambivalence. D'un côté, on est content que ce soit fini, que le PRI n'ait plus le pouvoir, qu'il y ait eu une alternance politique. D'un autre côté, on est extrêmement déçu que ce soit la droite qui reste un ennemi politique, non, néolibéral, catholique, conservatrice, donc tout ce qu'on pouvait lui attribuer, que cette droite-là gouverne. Non, d'un côté c'est bien, d'un autre côté c'est mal. D'un côté, ça n'a pas tourné du bon côté, ça tournait de l'autre côté, non, du côté de la droite, pas du côté de la gauche. Non. Non. Et c'est là où Andrés Manuel López Obrador commence à prendre énormément d'importance. C'est-à-dire Andrés Manuel López Obrador, il fait partie des priistes qui sont sortis en 88 du PRI et qui ont rejoint le PRD. Il est le produit de ce moment-là. Il est devenu un des leaders politiques du PRD, mais en 2000, il devient le maire de Mexico, ce qui n'est pas n'importe quoi. Il succède à Cuauhtémoc Cárdenas. Je ne me souviens plus s'il y a eu entre deux, ou s'il est venu après moi. Enfin bref, en 2000, il est maire de Mexico. Moi, je suis arrivé au Mexique à 2000, à Mexico, et il venait d'être maire de Mexico. J'ai connu son administration à Mexico, non. Donc Andrés Manuel López Obrador, comme maire de Mexico, devient un acteur politique très populaire, très aimé à Mexico. Comme il est en train de le faire maintenant, il est très adepte de la consultation directe. À chaque fois qu'il avait un projet, il consultait les habitants de Mexico. Il lançait une consultation publique pour savoir s'ils étaient d'accord. Il a construit par exemple un deuxième étage de circulation pour désenclaver un peu la circulation au premier étage, non? Beaucoup disaient que c'était un peu incroyable de construire un deuxième étage dans une ville, etc. Il a consulté, s'il augmentait le prix du métro, il consultait les habitants de Mexico, donc c'était quelqu'un qui pratiquait la démocratie directe. Il devenait quelqu'un de très populaire et progressivement il s'est imposé comme la principale figure de la gauche mexicaine qui a mis dans le même bain la droite et le PRI en disant que c'était blanc bonnet et bonnet blanc, qu'on avait d'un côté un vieux parti autoritaire qui s'était technocratisé
et de l'autre côté, une droite technocratique conservatrice qui reprenait les pratiques autoritaires qui préexistaient, et qu'en fait, tout ça, c'était exactement la même chose, et qu'il fallait une vraie alternative de gauche au Mexique, une alternative démocratique, et qui défendrait les acquis et les principes de la révolution mexicaine. Vous voyez, il reprend le discours du PRD à l'intérieur du PRD, et il s'impose comme le grand leader de la gauche mexicaine, et en 2006, il est candidat à l'élection présidentielle, et il est l'ultra favori de l'élection présidentielle. C'est-à-dire, dans les sondages, il a 15-20 points d'avance au début de la campagne électorale. Tout le monde est persuadé qu'Andrés Manuel López Obrador sera le prochain président, et à ce moment-là, donc on est bien dans une logique de transition à la démocratie, ça s'est fait en douceur. D'abord la droite a pris le pouvoir, et maintenant ce sera la gauche, tout va bien, on est dans une alternance normale, le Mexique est bien un pays en voie de démocratisation, etc. Ça c'est l'ambiance qu'il y a avant l'élection présidentielle de 2006. Mais voilà, la campagne commence à mal tourner, elle tourne à la confrontation, une confrontation extrêmement violente, où la droite accuse Andrés Manuel López Obrador d'être le futur Hugo Chávez du Mexique. Il va plonger le pays dans ce qu'on appelait le castrochavisme. Il va faire rétrocéder le Mexique de décennies en faisant une sorte de Cuba-Venezuela catastrophique, et on dit aux classes moyennes mexicaines, mais vous allez perdre tous vos acquis, vous allez vivre dans un régime terrible. Non, c'est la fin de la démocratie, c'est le populisme, c'est la misère, vous n'allez plus aller au supermarché, vous n'allez plus aller aux centres commerciaux. C'est fini de consommer dans ce pays, c'est terrible ce qui va se passer. Et regardez ce qui se passe au Venezuela. Des campagnes extrêmement violentes auxquelles Andrés Manuel López Obrador répondait avec la même violence en disant que toutes ces mafias, ces élites du pouvoir, il fallait les sortir du pouvoir. On est dans une logique de confrontation très dure, où finalement l'écart va se réduire. Moi j'ai assisté comment beaucoup de classes moyennes mexicaines urbaines qui soutenaient Andrés Manuel López Obrador ont commencé à avoir peur et se sont réfugiés dans le vote de droite. Je l'ai vu très concrètement. Non, ça finit dans une élection très serrée, où bien entendu, alors là c'est tout un débat, pour les supporters d'Andrés Manuel López Obrador, il y a eu une fraude massive. C'est-à-dire la droite a gagné de 0,4%. Ridicule, non parce qu'il y a eu une fraude massive, l'élection, comme en 1988, a été volée. Ça, c'est la thèse de ceux qui soutiennent Andrés Manuel López Obrador et d'Andrés Manuel López Obrador. Mais la thèse d'autres, c'est que peut-être qu'il n'y a pas eu une fraude massive organisée, mais qu'en effet, comme toujours, les mêmes vieilles pratiques clientélistes, de cooptation du vote, de l'achat du vote, on pesait, et avec un écart aussi minime, on comptait. Non, et comme on sait qu'il y a une alliance entre le PRI et le PAN dans l'État du Mexique, un État stratégique pour l'élection, et que le PRI a transféré des centaines de milliers de voix vers le PAN pour empêcher Andrés Manuel López Obrador d'accéder au pouvoir, de toute façon, c'est pas une élection propre, il y a réellement un problème. Non. Mais il se passe quelque chose de très grave à ce moment-là. L'unique institution politique qui avait du prestige au Mexique en 2006, c'était l'Institut électoral national. Parce que, bon, les partis étaient déjà mal aimés, les hommes politiques étaient mal aimés, comme dans la plupart des pays du monde, non, les partis politiques, les hommes politiques, tout ça, c'est mal vu. Mais l'Institut électoral national était très bien vu parce que ça avait été le garant de la transition, ça avait été l'institution qui avait supervisé les élections, qui avait permis l'alternance politique. Et c'était des fonctionnaires sérieux, compromis, et ils jouissaient d'un grand prestige dans le pays. Mais dans cette élection, cette institution finalement va accompagner la victoire de Felipe Calderón, du leader de la droite, non, va avoir énormément de mal à s'en sortir parce que le problème n'était pas technique, le problème était politique, non, et donc va essayer de traiter ça techniquement, ça va pas marcher du tout. On va lui exiger un recompte des votes un par un, c'était le grand slogan d'Andrés Manuel López Obrador et de ses partisans, c'était recomptage, vote par vote, urne par urne, vote par vote. Non. Et bien sûr, l'institution va s'opposer à cette solution, il va y avoir des tractations politiques incroyables. Bref, après 2006, il y a des grandes manifestations, Andrés Manuel López Obrador se proclame président légitime du Mexique,
Il crée son propre gouvernement légitime, qui ne gouvernera pas, mais qui est le légitime. On essaye d'empêcher l'intronisation de Felipe Calderón. C'est réellement une grave crise politique. Et beaucoup considèrent qu'en 2006, la transition mexicaine à la démocratie a échoué. Parce que toutes ces institutions sont complètement questionnées, honnies, c'est fini. On n'est plus dans une logique de transition. Andrés Manuel López Obrador, dès cette époque-là, dit la démocratie dans ce pays, c'est une farce. Et la transition n'existe pas, c'est les mêmes qui gouvernent. Et en plus, ils sont néolibéraux maintenant, c'est encore pire. Et la droite et le PRI, on commence à utiliser le slogan PRIAN. PRIAN, la droite et le PRI et le PAN, c'est la même chose. C'est la technocratie autoritaire qui gouverne ce pays sans tenir compte du peuple, qui vole des élections, les institutions font toute partie de ça, etc. Tout le monde est dans le complot, et le seul qui s'oppose à ça, c'est Andrés Manuel López Obrador. Bien sûr, je vais laisser de côté l'armée sympathise de Libération Nationale et tout ça, parce qu'il y a une autre gauche qui n'est pas du tout sympathisante d'Andrés Manuel López Obrador. Mais Andrés Manuel López Obrador joue à ce moment-là sur le conflit total, c'est-à-dire on va empêcher Felipe Calderón d'être président de la République, on ne reconnaît pas sa légitimité, et pendant 6 ans, il va rejeter sa légitimité, en disant que c'est un président qui a volé son élection et tout ce qu'il fait est illégitime. Et la démocratie n'existe pas au Mexique, et la transition, c'est un mythe. Vous comprenez comment ça a changé. Alors là, dans les études de sciences politiques, où on ne parlait que de transition, on ne parle plus que de post-transition. Là, c'est fini la transition. Mais en même temps, on dit la transition est finie, mais elle a échoué. C'est-à-dire, on parle de transition inachevée. Alors là, il y a toutes les explications qui rentrent en compte. Pour les libéraux qui défendaient la transition, au début, on dit, bah oui, mais le problème, c'est qu'à la différence de ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Amérique latine, nous, on n'a jamais eu une véritable refondation du régime. Ça a été que des pactes centrés sur les élections et les partis politiques, entre élites politiques, ça n'a pas pris en compte énormément de dimensions, et c'est pour ça que le vieux, l'ancien et le nouveau ont cohabité, se sont combinés, et en fin de compte, on n'a jamais eu réellement un moment fondateur de la démocratie au Mexique, et ça explique tout ce qui est en train de se passer. Ça va au-delà du fait que s'il y a eu fraude ou pas fraude en 2006, que si Andrés Manuel López Obrador a raison ou tort, non, parce que vous imaginez les polémiques, non. Il y a un politologue de gauche qui était marxiste au début, maintenant il est presque à droite, qui a écrit un livre qui s'appelle La grosse tâche sur la démocratie, en disant que le responsable de tout ça, c'est Andrés Manuel López Obrador, qui n'a pas su reconnaître gentiment sa défaite comme il aurait dû le faire. Non, etc. Non. Et d'autres disaient que non, que ça c'était pas une démocratie. Donc toute la polémique se déchaîne en 2006 et on entre dans une nouvelle phase. Là je vais aller très vite. Phase qui finit en 2012 par le retour du PRI au pouvoir de Peña Nieto, ce qu'on va appeler le nouveau PRI. Ouais, c'est comme si le FLN perdait le pouvoir en Algérie, et 12 ans après revenait au pouvoir. Alors ça c'était un nouveau PRI parce que c'était un PRI. Il se présentait comme un nouveau PRI avec les vieilles pratiques clientélistes et autoritaires, mais en même temps avec un esprit d'entreprise, de dynamisme, vous voyez, un new look d'entrepreneuriat politique, on est complètement dans autre chose. Et en 2012, et c'est un jeune président, bien de sa personne, joli, etc., très apprécié de la gente féminine mexicaine, qui revient au pouvoir, mais qui, bien entendu, provoque un mouvement de rejet dans la jeunesse, en particulier mexicaine, provoque des mouvements sociaux, un mouvement qu'on appelle Yo Soy 132, je ne vais pas pouvoir le développer, mais un mouvement qui s'oppose à ce qu'on appelle à ce moment-là plus la fraude électorale, mais l'imposition électorale. L'idée, c'est que ce candidat du PRI est imposé par les médias. Et que ce n'est plus une démocratie, c'est la communication qui impose quelqu'un à travers la désinformation, et qu'on est finalement, on n'est même plus dans un régime autoritaire en tant que tel, on est dans une sorte de post-démocratie, comme on peut parler de post-démocratie en Europe ou dans d'autres parties du monde, combiné avec les vieilles logiques autoritaires du système mexicain. On est réellement dans quelque chose d'autre, on est dans quelque chose qui est un mélange de post-démocratie néolibérale, appuyée sur les moyens de communication, la communication, le marketing politique, combiné avec les vieilles pratiques clientélistes, autoritaires, corporatistes du régime. Donc c'est une imposition, il faut s'opposer à l'élection du PRI, au retour du PRI au pouvoir, et ça provoque des mouvements sociaux. À ce moment-là, Andrés Manuel López Obrador se présente
mais il finit, je ne sais plus si deuxième ou troisième, je crois qu'il finit deuxième quand même. Mais bon, il est très loin du prix. Le prix gagne en 2012. Beaucoup pensent qu'Andrés Manuel López Obrador, à ce moment-là, est fini, mais il fait partie de ces leaders politiques qui ne sont jamais finis. Donc, parce que bon, ça fait quand même deux défaites consécutives. Non. Et en 2012, donc, on en est là, on est dans la faillite de la transition à la démocratie et dans le retour du PRI au pouvoir. Et on arrive donc à 2018, où Andrés Manuel López... Alors, ces 6 années du retour du PRI au pouvoir, c'est un désastre total. C'était déjà un désastre avant, parce que depuis 2006, Felipe Calderón avait lancé l'armée dans tout le pays pour combattre le narcotrafic, et avait provoqué une situation de guerre totale dans le pays contre les cartels, qui avait dégénéré dans une violence inouïe, où on avait des chiffres de 100 000 morts et disparus par an dans le pays. On est dans une situation où le thème qui prédomine, c'est le thème de la violence, de la corruption. C'est très difficile de parler de démocratie, même si apparemment il y a des institutions démocratiques et des élections, etc. Quand on est dans un pays où on a 100 000 homicides en moyenne par an, où on a une situation de violence dans tous les aspects de la vie quotidienne, sans parler des enlèvements, etc., où la corruption est omniprésente, où plus personne n'a confiance dans les partis politiques. Non, ça c'est la situation du Mexique. Non, à partir de 2012, avec Peña Nieto, ça s'amplifie complètement. Un écœurement à tous les niveaux, même les gens qui votaient PRI depuis toute leur vie, ils ne voulaient plus voter PRI, tellement c'était une décomposition. Non. Et sans rentrer dans les processus régionaux, par exemple dans l'État où je vis, dans l'État de Veracruz, ils ont tout volé, ils n'ont rien laissé, ils ont ruiné la caisse de retraite, ils ont bidé les caisses, ça a été une corruption, certains disent, ça a été la culmination, la décomposition, l'agonie finale du régime. Non, c'est quelque chose de terrible. Non, donc il y avait un processus de décomposition totale, et bien entendu, qui est la solution face à cela? Quel est le seul homme politique qui peut encore sauver le Mexique? Le leader de la gauche mexicaine, Andrés Manuel López Obrador. Alors qu'en 2012, on croyait qu'il avait pris une défaite qui allait l'enterrer politiquement, en 2018, il est largement devant dans les sondages, appuyé par un grand mouvement, et avec des processus très importants, où, par exemple, toutes les bases corporatistes qui avaient toujours voté pour le PRI dans les entreprises pétrolières qui étaient sous le contrôle des syndicats, s'autonomisent complètement du contrôle syndical et vont massivement vers Andrés Manuel López Obrador. Les mouvements de maîtres d'école, qui sont des syndicats très puissants dans le pays, qui avaient toujours été les bases du PRI, et après qui ont soutenu le PAN en diversifiant leurs alliances, ces syndicats-là, toutes les bases syndicales de ces syndicats-là vont vers Andrés Manuel López Obrador. C'est-à-dire tous ceux qui avaient bénéficié depuis les années 30-40 du cardénisme, qui avaient bénéficié de la politique d'intégration nationale, de l'État social au Mexique, qui se sentaient complètement dépossédés de leurs droits, toutes ces bases sociales vont massivement vers Andrés Manuel López Obrador. Donc en 2018, élection présidentielle, juillet 2018, j'étais ici d'ailleurs quand a eu lieu l'élection présidentielle, juillet 2018, Andrés Manuel López Obrador gagne sans aucune surprise. D'ailleurs, je me souviens avant l'élection, tout le monde disait, mais est-ce qu'il est possible qu'il perde? Est-ce qu'ils vont permettre qu'il arrive au pouvoir? Vous savez, c'est tellement, la paranoïa est tellement forte que même les gens de gauche qui soutenaient Andrés Manuel López Obrador disaient, ils vont faire quelque chose, ils vont l'assassiner, ils vont faire une fraude. C'est pas possible, il va jamais arriver au pouvoir. C'est pas possible que les élites mexicaines permettent que la gauche arrive au pouvoir au Mexique. Vous voyez, c'était à ce niveau-là de paranoïa, après 88, après 2006. Et moi, je répondais souvent, et j'étais pas le seul, que c'était impossible, que c'était devenu un phénomène politique trop massif. On ne peut pas faire une fraude quand quelqu'un a 60% d'intention de vote dans les sondages au premier tour. On peut pas éliminer un personnage politique aussi important sans provoquer une guerre civile. Il a des bases sociales, il a des bases politiques beaucoup trop importantes. Et effectivement, en juillet 2018, il arrive, et en plus, bon ça j'en parlerai maintenant, il fait ses alliances. En juillet 2018, il arrive au pouvoir et il s'est installé officiellement comme président du Mexique il y a 2 jours. Alors je vais finir rapidement, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, sur qu'est-ce qu'est le néo-cardénisme, donc d'Andrés Manuel López Obrador. Alors il y a une chose que je n'ai pas dite, et c'est un oubli important parce qu'il faut le dire pour parler d'Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, il sort du PRD en 2012. Pourquoi? Parce que dans le PRD, face à la stratégie
de non-retour d'Andrés Manuel López Obrador, d'opposition au système, comme il dit, le PRD se coupe en deux. Ceux qui préfèrent la stratégie qu'on appelait populiste dans le parti d'Andrés Manuel López Obrador, nous contre eux, et qui vont avec lui, et ceux qui considèrent que non, qu'il faut défendre la continuité de la transition à la démocratie, l'institutionnalité qui s'est construite, et qui choisissent de s'allier avec le PRI et le PAN, et qui se fondent dans une alliance qui s'appelle l'Alliance pour le Mexique, où on accepte toutes les réformes néolibérales, sauf la réforme pétrolière, c'est la seule à laquelle le PRD s'est opposé, mais toutes les autres réformes sont acceptées et négociées entre les partis politiques. Donc, Andrés Manuel López Obrador sort du PRD, crée son mouvement, le mouvement de régénération nationale. Vous voyez, le titre, on dit beaucoup de choses. Et il l'a créé avant l'élection de 2012, ce mouvement, non, mais il y avait encore l'investiture du PRD. En 2012, il sort définitivement du PRD. Et il s'oppose radicalement au PRD. Le PRD, à partir de ce moment-là, est considéré au Mexique comme un ex-parti de gauche qui s'est complètement vendu au système, qui s'était opposé au néolibéralisme et à l'autoritarisme, et qui finit du côté des autoritaires et des néolibéraux, des technocrates, un parti vendu, la fin lamentable de la gauche mexicaine. Je ne vous dis pas tout ce qu'on dit sur le PRD au Mexique, tout le monde y va de son slogan, le PRD, qui est obligé de s'allier avec la droite pour pouvoir encore gagner des élections, qui devient la jambe de bois du Parti d'Action Nationale. Toute la gauche converge vers Morena, toute la gauche, du moins institutionnelle et électorale, converge vers Morena, et Andrés Manuel López Obrador, donc, il s'assume en porte-à-faux au PRI, au PAN et au PRD. Et le PRD s'allie avec la droite contre Andrés Manuel López Obrador. Donc il y a une rupture à l'intérieur de la gauche mexicaine. C'est fini, c'est liquidé, le parti de Cuauhtémoc Cárdenas est liquidé. Et c'est maintenant Morena qui assume l'héritage de Cárdenas contre le PRD, parce que le PRD a trahi l'héritage de Cárdenas. C'est la situation dans laquelle on est maintenant. Alors, quand Andrés Manuel López Obrador accède au pouvoir, la lecture libérale, c'est-à-dire des intellectuels médiatiques qui sont plus dans une vision libérale, qui avaient défendu la transition, qui après ont dit qu'elle avait échoué, etc., c'est que c'est une catastrophe. C'est le populisme. C'est le grand mot, non? C'est le populisme au pouvoir, c'est le nouveau PRI. Il va avoir la même concentration de pouvoir que le PRI, c'est le retour du présidentialisme. Parce que bien entendu, l'institution présidentielle s'est énormément affaiblie avec la transition. Donc Andrés Manuel López Obrador va être le nouveau président avec un pouvoir absolu. Il a la majorité absolue au Congrès. Il va gouverner comme le PRI sans négocier avec personne. Et finalement, ce que disent beaucoup de politologues mexicains qui sont dans cette tendance-là, Andrés Manuel López Obrador, même si la transition est un désastre, même si le PRI c'est un désastre, même si le PAN c'est un désastre, c'est l'expression la plus conservatrice du système politique. C'est le vieux. C'est ce qu'il y a de plus vieux dans le système politique. Ça, c'est le discours libéral. Alors, ce discours est déconstruit par d'autres intellectuels, bien entendu favorables à Andrés Manuel López Obrador, ou même pas tellement favorables à Andrés Manuel López Obrador, mais qui ne sont pas du tout d'accord avec ce discours, et qui disent que c'est le monde à l'envers. Où est le plus régressif? Qu'est-ce qu'il y a de plus régressif dans le système politique mexicain? Mais c'est le PRI et le PAN, parce qu'on est presque revenu au moment du Porfiriato, avant la révolution mexicaine. C'est le capital étranger, c'est la technocratisation, c'est la dénationalisation, c'est la perte du contrôle et de la souveraineté sur les ressources nationales, c'est le pire des autoritarismes, c'est la corruption galopante. Alors, vous voyez, ils disent Andrés Manuel López Obrador, finalement, c'est la seule réponse possible. C'est une réponse cardéniste dans la tradition mexicaine, mais c'est revenir à quelque chose d'autre, c'est revenir à un peu d'état social, c'est revenir à une certaine souveraineté nationale. C'est un point très important au Mexique actuel. C'est lutter contre la corruption, c'est avoir une démocratie un peu plus réelle, plus participative, qui prenne en compte réellement le peuple, etc. Donc vous voyez, c'est le contre-discours de ceux qui soutiennent Andrés Manuel López Obrador. Alors moi, comment je définirais ça? Andrés Manuel López Obrador a mis beaucoup d'eau dans son vin. C'est-à-dire en 2006, il avait une campagne très agressive contre les politiques néolibérales. Là, il est beaucoup plus nuancé. Il faut le dire.
En 2006, il avait centré toute sa campagne contre le système, c'est-à-dire contre les partis, contre les élites, etc. Là, dans la dernière élection présidentielle, il a centré toute sa campagne sur la lutte contre la corruption, en étant beaucoup plus vague. Bien sûr, il utilise le terme des mafias du pouvoir, mais on ne sait pas trop où elles commencent, où elles finissent, les mafias du pouvoir. Non, lutter contre la corruption, lutter contre la misère, la pauvreté sociale, restituer sa dignité et ses droits au peuple, la consolidation de l'État social, retrouver des mesures sociales, une démocratie réelle. Alors pour lui, qu'est-ce que ça veut dire une démocratie réelle? Ça veut dire réellement un respect des institutions. Lui, il insiste sur le fait qu'il ne veut absolument pas liquider les institutions, il veut au contraire qu'elles soient respectées. Mais qu'en même temps, il faut faire participer, il faut consulter le peuple, il faut organiser des consultations. Il ne fait que ça en ce moment d'ailleurs. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il va faire, ça passe par une consultation. Il y a des consultations toutes les semaines actuellement au Mexique, surtout. Il faut plus de démocratie directe, il faut une démocratie qui réellement intègre le peuple mexicain. Alors, en termes concrets, on voit un véritable renouvellement du personnel politique, en tout cas dans certains États, peut-être pas dans tous. Moi je le vois dans l'État de Veracruz, des gens qui n'ont jamais participé au gouvernement sont en train de rentrer massivement dans les secrétariats d'État et dans les ministères. Et les gens qui ont toujours participé au gouvernement sont en train d'en sortir massivement. Donc on a réellement un renouvellement. Tous ceux qui étaient considérés plus gauchistes, critiques, dans l'opposition, beaucoup sont en train d'intégrer le gouvernement. Une sorte de réenchantement de la politique qui crée une grande expectative au Mexique. Mais en contrepartie, et je vais finir avec ça, il ne faut pas se faire non plus de très très grandes illusions. C'est-à-dire, déjà, les critiques d'Andrés Manuel López Obrador, à gauche, je parle de la gauche, les critiques de gauche d'Andrés Manuel López Obrador commencent à se faire entendre. Il commence à dire, bah oui, mais Andrés Manuel López Obrador, c'est un peu l'État social. C'est contre le néolibéralisme, mais en même temps, il négocie avec le grand capital. Il est allié avec des grands chefs d'entreprise. Il est allié avec Slim, le troisième homme le plus riche du monde. Il lui avait déjà donné la rénovation du centre historique de Mexico. C'est Slim qui a rénové le centre historique de Mexico, non? Et maintenant, il veut lui donner tout le pays. C'est quand même pas très anticapitaliste, tout ça. Et même, c'est pas très anti-néolibéral. C'est un tout petit peu de nuance. On va introduire un peu de social là-dedans, mais on ne sent pas la rupture. Au contraire, ceux qui critiquent, je ne dis pas que c'est comme ça, mais c'est ceux qui critiquent. Ensuite, ils disent, bon, Andrés Manuel López Obrador, la démocratie directe, c'est bien joli, mais organiser des consultations comme ça, sans véritablement beaucoup d'informations, c'est très démagogique, ça, comme pratique. Ça, c'est pas vraiment de la démocratie. Comme si la démocratie et la participation démocratique, ça se réduisait à organiser des consultations dans la rue, sans aucun contrôle, où les gens peuvent participer 3 ou 4 fois, parce que c'est très mal contrôlé, où finalement, c'est qui participe? Ceux qui soutiennent Andrés Manuel López Obrador, et puis qui font ce que lui veut qu'il fasse, etc. Non? Et puis, finalement, ils rompent pas avec les mécanismes institutionnels, avec les institutions. Ils ne renouvellent pas tout ça. Donc, ça commence à critiquer sur ce point-là. Et finalement, ce qu'on lui reproche énormément, c'est d'avoir recyclé énormément d'agents du vieux système politique, du PRI, du PRL, à l'intérieur de son propre mouvement politique. On dit, c'est bien, s'il y a des nouveaux cadres qui viennent, mais ceux qui contrôlent réellement, ceux qui réellement opèrent politiquement, ceux qui réellement sont là pour voir ce qui se passe, pour organiser, pour superviser, ce sont des gens qui viennent du vieux système. Ce sont, comme Andrés Manuel López Obrador lui-même, ils viennent du PRI, ou du PRD, ils sont passés par le PRD. Il s'est allié avec Televisa, qui est la chaîne la plus importante du pays, avec le directeur de Televisa. Il a des alliances avec des grands entrepreneurs. Il va gouverner pour qui réellement? Donc énormément de critiques sur le fait qu'en fait c'est une alternative de gauche, de centre-gauche, un peu populiste, mais qui ne rompt pas réellement avec l'ordre des choses et qu'on risque d'être très déçus. Ça, c'est tout un discours de la gauche critique d'Andrés Manuel López Obrador, ou même, d'ailleurs, il avait promis de retirer l'armée des rues et de lutter contre l'inégalité sociale, la corruption, etc., que c'était la meilleure façon de lutter contre le crime organisé et non pas la répression, etc. Et apparemment, il va quand même maintenir l'armée dans les rues, donc il y a
déjà les intellectuels qui ont écrit dans la presse. On a voté contre l'armée dans les rues et Andrés Manuel López Obrador va nous maintenir l'armée dans les rues, etc. Ce sont des exemples, mais c'est pour montrer que son élection crée énormément d'expectatives. C'est une élection historique, c'est ce que je disais au début, parce que la gauche n'avait jamais gouverné au Mexique depuis très longtemps au niveau national. Mais en même temps, il y a déjà énormément de critiques et beaucoup pensent que malheureusement ce ne sera pas réellement le grand changement espéré par beaucoup et qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer après. Quelque chose du type de ce qui s'est passé au Brésil, une grande réaction de droite, ou une radicalisation à gauche, qui sait quel sera le futur, mais ça dépendra en grande partie de ce que fera Andrés Manuel López Obrador et son gouvernement, qui est un moment de possible nouveau, d'ouverture inédite au Mexique, mais qui en même temps pose des grandes questions sur le projet politique. Comme le disait un collègue, et je vais finir avec ça, il disait d'Andrés Manuel López Obrador, il ne faut rien attendre qui aille au-delà du cadre cardéniste, c'est un néo-cardénisme, il fera des choses intéressantes, dans les strictes limites du cardénisme, il n'ira jamais au-delà du cardénisme.